Bonjour, eh bien nous sommes de nouveau réunis en direct sur le plateau du Cial TV pour notre deuxième débat de la matinée. Je vous en donne tout de suite le thème. Dans un contexte de crise, un juste partage des valeurs entre industriels et grands distributeurs est-il possible? Comment arriver à une répartition équitable alors que les coûts des matières premières ne cessent de grimper et sans pour autant, bien sûr, léser le consommateur? Au fil des mots marges arrière, valeur ajoutée, centrale d'achat et fournisseurs, nous allons tenter d'évoquer ensemble des solutions viables pour chacun en compagnie de mes trois invités qui sont les représentants respectifs des transformateurs, des distributeurs et des producteurs. Alors tout de suite à ma droite, monsieur Jean-René Buisson, président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires. Bonjour. À ma gauche, M. Jacques Cressel, directeur général de la FCD, la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution. Bonjour. Et un peu plus loin, toujours à ma gauche, M. Xavier Belin, président de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Alors tout de suite, messieurs, une question un petit peu brûlante liée à l'actualité. On sait que M. Guillaume Garot, le ministre délégué à l'agroalimentaire, a annoncé sa décision de revoir la loi de modernisation de l'économie, la fameuse LME, qui a été mise en place en 2008 par Christine Lagarde. Cette loi qui régit les relations entre industriels et distributeurs avait pour but, je le rappelle, de favoriser la concurrence entre les enseignes de façon à faire baisser les prix. Mais les industriels en particulier se sentent étranglés par elle. Alors Jean-René Buisson, je m'adresse à vous. Pourquoi y a-t-il urgence, selon vous, à réformer cette LME? Alors, tout d'abord, nous n'avons pas souhaité cette loi lorsqu'elle a été votée, mais nous avons toujours dit que nous l'appliquerions, car nous préférons avoir une stabilité législative que de ne pas qu'avoir d'une loi tous les ans nouvelle. Donc on n'a pas changé d'avis sur la question. Nous ne sommes pas satisfaits de l'application de la LME telle qu'elle est aujourd'hui, mais nous ne souhaitons pas une nouvelle loi. Donc soyons clairs et rassurons les distributeurs. Nous pouvons fonctionner avec la LME, mais à une condition extrêmement précise, c'est qu'elle soit appliquée dans l'esprit dans lequel elle a été votée. Et pour ça, il suffit qu'il y ait ou un décret d'application qu'il n'y a jamais eu, c'est une des rares lois qui n'a jamais bénéficié de décret d'application, ou certains éléments, je dirais, de changement par des amendements parlementaires qui nous permettent que les conditions générales de vente, qui sont un élément essentiel pour nous, soient acceptées par tous les distributeurs et que le plan d'affaires qui permet de voir comment s'effectuent les dégradations à partir de ces conditions générales de vente soit mis en place et soit effectif. C'est tout ce que nous demandons. C'est dans l'esprit de la loi. Ça a été présent et inscrit dans tous les débats parlementaires lors du moment de la loi et on veut que ça soit mis en place. Si on n'y arrivait pas, à ce moment-là, effectivement, il faudrait sans doute s'interroger sur l'application de cette loi. Mais à partir du moment où on peut arriver à une application correcte de la loi, nous pouvons vivre avec ce dispositif. Alors vous, à l'inverse, Jacques Cressel, vous estimez que le bilan de la LME est globalement positif, mais vous dites aussi qu'elle gagnerait à être mieux appliquée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre position? D'abord, nous avons pris connaissance effectivement des déclarations de M. Garot. Je rappelle simplement que ce n'est pas une loi qui concerne l'alimentaire, c'est une loi qui concerne l'ensemble des produits. Donc la réflexion de M. Garot sera sans doute à remettre en perspective dans un contexte un peu plus global. Et donc nous nous rendrons naturellement à cette concertation, mais c'est un sujet qui dépasse assez largement le secteur dont nous nous occupons aujourd'hui. Deuxième élément, cette loi elle a été faite pour quoi? Elle a été faite pour mettre en place ce qu'on appelle la négociabilité, c'est-à-dire la possibilité que les distributeurs négocient avec les producteurs, les industriels, les tarifs. Et ceci pour faire en sorte que le consommateur soit le gagnant par une politique qui soit la plus favorable pour lui en termes de rapport qualité-prix. On constate aujourd'hui que le résultat a été effectivement bon, que cet objectif a été atteint, que cette négociabilité, qui ne plaît pas toujours effectivement aux industriels, elle a été mise en place, que globalement, grâce à ça, les prix sont globalement restés sages en France. Et donc, nous ne comprenons pas vraiment pourquoi, à un moment où le pouvoir d'achat se porte mal, au moment où la croissance est faible, il faudrait faire en sorte de renverser la vapeur et de faire en sorte que les prix se remettent à augmenter. Pour nous, ce serait un contresens économique total. Et vous, Xavier Belin, quel est votre avis sur la LME et sa future modernisation? J'ai envie de dire d'abord, appliquons cette loi.
Et lorsque Jean-René Buisson revendique la sortie de décret, nous sommes parfaitement en phase. Pour nous, il y a un mot essentiel à travers cette loi qui, à nos yeux, n'est pas suffisamment mis en valeur, c'est la notion de transparence. On est prêt aujourd'hui, et notamment du côté des producteurs, à nous engager contractuellement et de plus en plus, à la fois vers les industriels, vers les distributeurs. Encore faut-il que dans ces contrats, on y mette des choses et que le contenu de ces contrats puisse être, par transparence, appliqué de l'amont à l'aval et de l'aval à l'amont. Ça suppose un engagement et une réciprocité d'engagement. Nous ne sommes pas aujourd'hui à demander des hausses de prix incommensurées. Nous sommes simplement à dire, il y a un moment, il faut reprendre la valeur des choses. Lorsqu'on a des matières premières qui augmentent de 30%, ça induit forcément sur les produits alimentaires des hausses qu'il faut pouvoir répercuter. Est-ce que nous sommes prêts contractuellement à nous engager dans cette démarche-là? C'est ce que nous demandons à travers la LME, ni plus ni moins. Alors, un des problèmes de fond qui empêche la LME d'être correctement appliquée est sans doute, évidemment, cette hausse des matières premières qui pèse donc sur l'inflation et le coût des produits finis. Comment, d'après vous, et je m'adresse à vous trois, arriver à limiter les dégâts quand on sait qu'il s'agit d'un marché de spéculation mondial? Ce problème est malheureusement un problème qu'on a maintenant depuis plusieurs années. On pensait au départ que c'était un problème conjoncturel. On est à peu près convaincus tous maintenant qu'on rentre dans des phénomènes de cycle de matières premières relativement structurels et qu'on va rester avec des hauts et des bas sur les matières premières. Et pour l'instant, on reste malheureusement, d'une manière générale, dans un marché très haussier avec des hausses qui peuvent varier de 30% sur un produit d'un mois sur l'autre. Donc c'est extrêmement important. Alors après, comment on répercute sans qu'effectivement, comme le dit Jacques, et nous sommes aussi conscients du consommateur, le consommateur subisse de plein fouet ce type d'augmentation. Alors, c'est pour nous un peu la notion de juste prix. Et c'est un problème qui dépasse un peu nos propres relations. C'est un problème un peu sociologique. C'est qu'est-ce que le consommateur est prêt à payer pour son alimentation? Qu'est-ce qu'il accepte de payer pour son alimentation par rapport au reste de son budget? Aujourd'hui, l'alimentaire qui représentait 16% du panier de la ménagère il y a une dizaine d'années représente aujourd'hui 11%, voire 8% chez les jeunes. Donc ça veut dire que l'alimentaire sert de variable d'ajustement. Et certains distributeurs, je ne les cite pas tous, mais je vise plutôt les distributeurs indépendants, avec une politique sans doute excessive de recherche de prix bas, entraîne je dirais une appréciation du prix de l'alimentaire qui n'a plus de réalité avec le coût de fabrication et la rentabilité des entreprises. Donc il faut qu'on dégage une valeur ajoutée pour cette filière, pour l'ensemble de la filière, que ce soit pour les agriculteurs, que ce soit pour nous et que ce soit pour les distributeurs. Si nous ne restons pas et n'arrivons pas à trouver une notion de juste prix, donc avec une répercussion de ces hausses de matières premières et une certaine acceptation du consommateur que certains prix doivent être augmentés en fonction des variations des matières premières, eh bien, on va faire disparaître des pans entiers de l'industrie alimentaire. Jacques Cressel. Trois remarques rapides. La première pour dire qu'il y a effectivement aujourd'hui un double phénomène, à la fois un phénomène d'augmentation du prix de certaines matières premières, il y en a d'autres qui baissent pendant ce temps. Il faut avoir conscience que le café, le sucre, pendant ce temps baissent. Par contre, les céréales, effectivement, montent. D'augmenter. Et en même temps, il y a une volatilité très forte. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que ça veut dire, ça a des conséquences globales, naturellement, sur tout le monde, y compris sur le monde agricole. Le monde agricole, aujourd'hui, il y a à la fois certains qui souffrent, parce que le coût des aliments pour bétail, par exemple, augmente, c'est le cas des éleveurs. Et puis il y en a d'autres qui se portent extraordinairement bien. C'est le cas aujourd'hui des céréaliers, qui ont vu globalement leurs revenus augmenter de façon très forte grâce à des phénomènes internationaux, alors même que les récoltes sont bonnes. Et donc le problème aujourd'hui pour nous est un problème d'abord au sein de l'agriculture. Il n'y a aucune raison que ce soit le consommateur qui paye seul la note de cette augmentation qui, naturellement, que nous ne contestons absolument pas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième élément, c'est qu'à chaque fois qu'on augmente le prix, il faut bien voir aujourd'hui qu'il y a une baisse des volumes. Et ça, cette baisse des volumes, il faut qu'on en parle ensemble, parce que c'est un phénomène qui nous concerne tous. Et puis la troisième chose, c'est que je rejoins tout à fait ce que disait Jean-René à l'instant. Nous avons un problème global qui est celui de l'évolution de la part du budget alimentaire des Français. Notre problème, il n'est pas du tout le partage de la valeur, comme vous le disiez tout à l'heure. Notre problème, il est la création de valeur. Et ça, c'est un sujet qu'il faut qu'on travaille ensemble et sur lequel, j'espère, on reviendra tout à l'heure. Alors Xavier Belin, peut-être un mot sur cette baisse des volumes?
et cette manne des céréales? Peut-être 2-3 remarques. D'abord, oui, nous avons vécu pendant 40 ans avec une baisse relative du poids alimentaire pour les ménages depuis les années 60. 2007 marque une rupture. Pourquoi? Parce qu'en 2007, c'est là où on commence à vivre justement un nouveau monde de volatilité. Quand Jacques Ressel dit les céréaliers vivent bien, je rappelle que sur les 5 dernières années, on a connu 2 fois de suite des plus hauts et des plus bas. La moyenne reste quand même relativement modeste, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et c'est à la fiscalité de régler les problèmes justement de yo-yo. En revanche, là où nous avons peut-être progressé, et c'est ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est que nous nous sommes dotés à la fois d'un observatoire des prix et des marges, et nous avons construit des indicateurs par filière. De référencement, c'est ça. Absolument. L'impact du référencement. référencement. Parce qu'on a besoin d'y voir clair. On n'est pas en train de dire aujourd'hui qu'il faut spolier le consommateur ou heureusement. attaquer. Bien sûr que non. Simplement, il faut à certains moments remettre aussi en perspective l'amont agricole. Et quand on dit 11% de dépenses alimentaires pour les ménages, c'est 4% de valeur agricole. Le reste, c'est du service qui vient se greffer sur cette valeur. Est-ce qu'on peut à nouveau descendre encore d'un cran? Moi, je ne crois pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir sans doute, ça suppose de la pédagogie, ça suppose des explications, mais accepter sans doute, à la baisse comme à la hausse, une évolution des prix alimentaires, évidemment dans des tunnels ou dans des fourchettes de prix qui restent acceptables pour le consommateur. Je prends un seul exemple pour être rapide. 2011, on a vu que sur la volaille, par exemple, 2 fois de suite dans l'année, on a fait monter et on est redescendu en fin d'année. Ça montre qu'on peut aussi un être yo-yo un peu plus systématique. Absolument. D'accord. Monsieur Cressel? Simplement rajouter que, par rapport à ce que disait Xavier Belin, la transparence est effectivement quelque chose de tout à fait essentiel. Nous avons fait, dans le cadre de l'Observatoire des prix et des marges, un effort de transparence qui n'existe dans aucun pays au monde, puisque nous avons publié nos marges nettes par rayon. Je crois que c'est l'exemple de ce qu'il faut faire. Il faut qu'on mette tout sur la table, effectivement, qu'on dise les choses. Il y a des produits sur lesquels nous avons des marges, il y a des produits sur lesquels nous perdons de l'argent. C'est le cas, par exemple, de la viande fraîche ou des fruits et légumes, contrairement à ce qui est souvent dit. Ça, c'est vraiment essentiel pour la suite. Il faut que nous fassions tous une opération de transparence, et je ne regarde pas particulièrement Jean-René, même si je pense beaucoup à lui en parlant de ça. Oui, alors juste un mot sur les marges. Nous sommes tout à fait ouverts au débat et à l'observatoire des marges. La seule condition, c'est qu'on définisse bien ce qu'est la marge, parce qu'une marge d'un industriel n'est pas tout à fait la même que la marge d'un hypermarché. Alors, quelle est votre définition? Et d'un distributeur. Nous, on a quand même quelques frais de recherche, quelques frais de développement, quelques frais d'industrialisation. On les oublie souvent dans ce calcul de marge, donc il ne faudra quand même pas les oublier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est un élément factuel qui est donné par l'INSEE, pas nous qui l'inventons. Depuis 2008, la marge brute des industriels a perdu 14,2 points, pour être très précis, et aujourd'hui tourne autour de 26%, même 24% aujourd'hui, de marge brute des produits. Donc 14 points perdus en 4 ans, c'est considérable et c'est un élément factuel. Donc ça donne des marges nettes, on le sait, qui sont très différentes entre les grandes sociétés et les petites sociétés, parce qu'on nous ressort toujours la problématique des grosses sociétés alimentaires. Sauf que la part de la France pour les grandes sociétés alimentaires est très faible, elle est de 12, 15, 20%. Or, la majorité de nos entreprises, 95% sont des PME, et elles travaillent avec des marges, comme je viens d'annoncer, brutes de l'ordre de 26%, 23%, et des marges nettes entre 0 et 2%. Donc toute fluctuation importante sur la non prise en compte, par exemple, des matières premières, peut condamner la société à passer dans le rouge et à disparaître. Voilà ce qu'on dit. Après, trouvons la bonne solution pour, et je rejoins mes deux interlocuteurs, pour retrouver une valeur ajoutée satisfaisante. Alors, messieurs, un autre problème est celui des stocks, ou plutôt de la perte des stocks. Est-ce qu'on est aujourd'hui en mesure de recréer des stocks tampons qui permettraient d'amortir la spéculation, et qui paierait ces stocks ? C'est un gros sujet, parce que vous avez raison de poser la question. Depuis maintenant 10-15 ans, la plupart des politiques publiques refusent justement de financer un minimum de stock. Ça a été le cas pour les États-Unis, pour le Canada. Aujourd'hui, l'Europe s'en dégage depuis quelques années. Et on paye le prix fort. Et on voit bien que nous vivons à court terme, comme on vit par exemple dans d'autres secteurs industriels, ce qui pose évidemment des problèmes lorsqu'on vit, comme cette année, une sécheresse importante aux États-Unis, dans l'Est de l'Europe, ou quelque autre accident climatique ou sanitaire. Donc cette question-là, il faut la remettre au bon niveau. Le bon niveau, c'est plutôt au niveau des chefs d'État du G20 de traiter cette question. Il faudrait sans doute permettre à la FAO d'avoir un système de gouvernance de ces stocks, parce que
On a dans notre inconscient l'idée que les stocks peuvent être aussi des éléments de spéculation, ce qui est vrai. On l'a connu dans les années 70-80, avec des stocks de beurre en Europe, avec tout un tas de dispositifs assez contraignants malgré tout. Il faut revenir à des choses qui soient beaucoup plus sensées en termes de gouvernance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour des pays du Sud en particulier, l'idée n'est pas forcément d'avoir les stocks au nord, mais de les avoir in situ. C'est-à-dire dans ces pays-là, mais je le répète, avec une gouvernance mondiale pour faire en sorte que ces stocks ne soient pas objets de spéculation momentanée, mais au contraire régulateurs d'une production plus ou moins importante, plus ou moins écornée par tel ou tel dispositif ou aléa climatique. Alors vous m'offrez justement la... Pardon, Rajouter Monsieur Buisson. sur les éléments de stock, c'est vrai que ça peut avoir entraîné des phénomènes de spéculation, mais la spéculation, elle existe aujourd'hui sur les matières premières, puisque finalement, c'est un des secteurs qui intéresse le plus les spéculateurs, compte tenu du peu d'intérêt qu'ont d'autres marchés, actions, obligations ou autres. Donc, de toute façon, on est quand même confronté à une spéculation qu'on n'arrive pas d'ailleurs sur un plan étatique à borner, au moins. Et donc, si on devait avoir un choix, nous, on est assez favorable aussi à ce qu'il y ait, sous réserve que ça soit compatible avec le monde agricole, un minimum de stock de produits tampons. Alors, est-ce qu'on peut justement limiter les barrières de... Est-ce qu'on peut limiter les barrières de... Il y a un petit problème de micro. Est-ce qu'on peut limiter les barrières de spéculation inter-État lors d'un prochain G8 ou G20, à votre avis? Oui, Xavier Belin. oui, alors il y a deux éléments. Il y a le physique, et on voit cette année que c'est bien parce qu'il n'y a pas corrélation entre l'offre et la demande qu'on a ces phénomènes de hausse sur les matières premières. Et puis il y a les autres éléments, et notamment les marchés financiers qui aujourd'hui, c'est vrai depuis 2007-2008, ont tendance à spéculer sur les marchés physiques agricoles. Pour vous donner un exemple qui est très intéressant, avant 2007, on échangeait à Chicago à peu près 5 fois la récolte de blé. En 2007-2008, on a échangé 45 fois la récolte de blé, la récolte mondiale. Bon, ça montre bien l'appétence des marchés financiers pour ces produits agricoles. Il faut donc encadrer tout ça, c'est difficile. La City à Londres aujourd'hui est plutôt opposée à toute forme d'intervention sur les marchés financiers. Mais nous disons, nous en tout cas très clairement, que sur les marchés dérivés, sur les marchés à options, il y a besoin d'y voir un peu plus clair. Il faut voir qu'aujourd'hui, 10-12 intervenants sur la place mondiale pourraient se payer une récolte entière. Ça laisse supposer les conséquences que ça pourrait entraîner derrière. Alors Jacques Cressel, je crois que vous souhaitez intervenir. Je voulais juste ajouter une chose, c'est que nous manquons cruellement en France de systèmes de couverture à l'intérieur d'une année, entre deux bornes d'un contrat, pour lutter contre la volatilité des prix, notamment du prix des aliments pour bétail. Moi, je suis très frappé de voir que dans la plupart des secteurs aujourd'hui, il existe des mécanismes de couverture pour faire en sorte que quand on se met d'accord sur un certain prix qui correspond à un certain coût d'achat, eh bien, ce coût d'achat soit maintenu tout au long de l'année et que ceci n'existe pas dans une partie de l'agriculture pour des raisons historiques. Nous avons clairement des progrès à faire dans ce domaine parce que, encore une fois, il y a deux sujets. Il y a un sujet de hausse globale du prix des matières premières et puis il y a un sujet de volatilité à l'intérieur d'une année. Cette volatilité à l'intérieur d'une année, on doit être capable de la combattre par des mécanismes financiers comme ça existe sur la plupart des produits. Je vous en prie. On voit quand même à une question que j'évoquais tout à l'heure, qui est la contractualisation. Et je pense qu'entre les trois grands secteurs de la production, de l'industrie et de la distribution, y a-t-il place ou non, justement pour enrayer le phénomène que décrit Jacques Cressel, y a-t-il place ou non à une forme de contractualisation qui aille du producteur jusqu'au distributeur, ce qui pourrait sans doute, à partir encore une fois de tunnels de prix suffisamment souples pour avoir une flexibilité malgré tout nécessaire, mais éviter justement ces volatilités excessives auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Ça, c'est un vrai sujet à nos yeux. Monsieur Buisson. Sur la contractualisation, nous on est toujours un petit peu, on y est favorable parce que ça permet une certaine stabilité des rapports, mais nous on est au milieu, si je peux me permettre. On est entre les agriculteurs et les distributeurs. Donc vous imaginez entre le bien marteau et l'enclume, voilà, vous voulez dire. vous imaginez bien que la notion de contractualisation pour celui qui est au milieu, c'est pas forcément évident. Donc effectivement, il faut que l'ensemble de la filière, voilà, aille au bout, qu'on aille au bout du dispositif, parce que si on contractualise nous avec les agriculteurs et qu'après on a une remise en cause de nos tarifs par les distributeurs à n'importe quel moment, ça ne fonctionnera pas. Donc on ne peut envisager une contractualisation que dans le cadre global de la filière.
Est-ce que pour aboutir à cette contractualisation, il ne faudrait pas envisager d'abord une analyse commune aux industriels, distributeurs et producteurs des attentes alimentaires du consommateur, des attentes réelles? Je pense que quand même ça, même si les distributeurs considèrent qu'ils sont les seuls à connaître le consommateur, nous considérons quand même qu'on travaille un peu sur ces sujets-là et qu'on a quand même une assez bonne vision de ce qu'attend le consommateur. Encore que le consommateur reste un peu idéaliste par rapport à ce qu'il attend de l'alimentation. Parce que s'il avait le choix, il ne consommerait que du bio qu'il a récolté dans son jardin juste à 100 mètres de son lieu de consommation. Ça, c'est malheureusement pas possible. Non, ça, c'est pour la vitrine. Voilà, mais c'est la réalité de la demande. Donc, il faut qu'entre l'attente, j'allais dire, idéale du consommateur et la réalité industrielle qui consiste à pouvoir donner des produits qui se conservent pendant plusieurs années ou pendant plusieurs mois, on trouve, je dirais, le bon produit et qu'il soit quand même considéré comme extrêmement positif par le consommateur. Et c'est ça une de nos difficultés. C'est tous les problèmes qu'on a tous les jours sur les problèmes de produits trop gras, trop sucrés, trop salés, produits industriels. C'est un peu l'image qu'on peut donner alors qu'on donne des produits surtout sains, de qualité, qui peuvent se conserver pendant plusieurs années. Donc il faut qu'on trouve le bon arbitrage entre l'attente idéale des consommateurs et la réalité. Jacques Cressel? C'est là où je disais tout à l'heure que la priorité que nous avons à mener ensemble, c'est bien celle de la création de valeur et pas de s'occuper uniquement du partage. La discussion sur la LME, c'est une discussion sur l'achat. Notre sujet aujourd'hui, c'est plutôt un problème de vente, c'est pas un problème de restructuration de filière. C'est de faire en sorte que quand on prend l'exemple de la viande, on regarde aujourd'hui, tout le monde perd de l'argent, les distributeurs, les producteurs, les industriels. Posons-nous la question de savoir comment on réorganise complètement la filière pour faire en sorte que certains gagnent de l'argent. On voit dans toutes les études qui sont faites que les consommateurs aujourd'hui ne sont pas totalement contents des produits qui leur sont offerts. Occupons-nous ensemble de savoir ce qu'ils souhaitent et comment arriver à produire les produits en question. Sur les fruits et légumes, on sait bien qu'il y a un problème de qualité aujourd'hui qui se pose. On n'a pas réussi ensemble à organiser les choses de façon à faire en sorte que sur les problèmes par exemple de recherche, on soit plus axé sur la qualité et un peu moins sur des querelles de clocher. Sur tous ces sujets-là, on peut avancer, y compris sur des choses, on est dimanche, occupons-nous ensemble pour faire en sorte que les ventes progressent plus, de faire ouvrir les magasins le dimanche. Ça sera quelque chose qui, globalement, nous permettra de créer de la valeur, et c'est vraiment le sujet aujourd'hui essentiel. Alors, depuis une décennie environ, il y a eu un transfert des dépenses du budget alimentaire vers les services, et je pense en particulier, bien sûr, aux nouvelles technologies et à la téléphonie mobile. Est-ce que, selon vous, et je m'adresse encore une fois à vous trois, il serait possible d'apporter un service qui influe aussi sur la qualité de l'offre agroalimentaire? Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à cette question-là. Moi, j'ai tendance à dire à la fois, nous sommes, et je ne voudrais pas que ce soit interprété comme un propos contradictoire, mais nous sommes évidemment très favorables et moteurs en matière d'innovation et de recherche, nous-mêmes en agriculture. Mais en même temps, nous interrogeons nos partenaires en disant, est-ce que finalement, le contenu aujourd'hui ne mérite-t-il pas qu'on se réapproprie un peu plus sa valeur, sa valorisation aux dépens du contenant? Moi, je suis un peu interloqué, alors pas dans toutes les filières, parce que quand on parle de la viande, le contenu reste important. Et sur beaucoup de filières aujourd'hui, quand vous analysez ce que vous achetez, et finalement, vous achetez un produit alimentaire, sauf que dans le produit alimentaire, la valeur nutritionnelle, la valeur organoleptique du produit, au regard de la valeur totale du produit que vous achetez, elle est relativement faible. Donc on a une vraie question aujourd'hui, contenu-contenant. Où est-ce qu'on place le curseur? Et pour un agriculteur aujourd'hui, la question redevient essentielle. Est-ce qu'il ne faut pas réinvestir quand même sur le contenu, c'est-à-dire sur la valeur agricole, sur la valeur matière première, sur la valeur nutritionnelle des produits? C'est quand même un sujet, je pense, qu'il va falloir réanalyser. Qui veut... Assez optimiste sur ce sujet, dans la mesure où le consommateur devient de plus en plus responsable, à la fois par l'analyse qu'il fait du produit quand il l'achète, au niveau de l'étiquetage, au niveau de sa composition, au niveau de son choix. On regarde aujourd'hui la répartition entre produits de marque distributeur, premier prix. Il fait son choix d'une manière extrêmement réfléchie et sensée. Il le fait
en fonction de critères qui lui sont... Et en fonction de son porte-monnaie aussi, surtout. Moins qu'avant, et plus en fonction d'autres critères, qui sont aussi des critères de qualité de produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur est prêt à payer cher un produit à forte valeur ajoutée si le produit se distingue par son originalité, sa créativité, son innovation. Il n'est pas prêt à payer plus cher un produit qu'il considère comme assez basique et qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Donc ça rejoint un peu la réflexion de Xavier. On a sans doute intérêt à remettre plus en valeur, effectivement, le contenu que le contenant. Voilà, donc les politiques marketing qui consistaient à montrer que si on rajoutait un peu de confiture rose à la place de la confiture verte, on était en innovation, on pouvait le vendre 20% plus cher, ça me paraît terminé. Donc ça, c'est une évolution assez forte qui a des conséquences sur toute la filière, mais il faut sans doute aller plus loin, et ça rejoint effectivement tout ce qu'on dit depuis ce matin sur la valeur ajoutée de nos produits. Alors, Xavier Belin, selon vous, la solution pour retrouver entre vous tous un niveau de discussion plus équitable serait de ne plus avoir dans la balance 5 centrales d'achat d'un côté contre environ 350 000 ou 400 000 exploitations agricoles, hein, ce que vous m'avez dit en préparant cette interview. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux ou bien est-ce que cette interdépendance est finalement incontournable ? Non, mais sans doute est-elle incontournable. Ce que je dis quand je fais cette référence avec... une très forte atomisation à un bout de la filière, une très forte concentration à l'autre. C'est au fond le rapport. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de rapport de force, mais moi, je suis à la recherche de plus d'équité. On va éviter d'en parler. Oui. Non, mais c'est la recherche de plus d'équité entre les différents maillons de la filière. Et il m'apparaît quand même que si nous ne prenons pas en compte, notamment au niveau agricole, une organisation professionnelle agricole qui soit en capacité, justement, par des organisations de producteurs, par des formes coopératives, par des formes, au fond, qui vont permettre d'avoir un interlocuteur un peu plus solide par rapport à ses partenaires de l'aval, je pense que nous resterons très vulnérables. Mais ça renvoie derrière quand même à une autre notion qui est de savoir si finalement nous sommes conscients les uns et les autres justement de cette interdépendance. Moi je crois à quelque chose de profond et c'est assez nouveau peut-être depuis quelques années. Peu importe l'origine il y a quelques années de la matière première, ce qui comptait c'était justement le facteur marketing, le facteur attractif, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur demande beaucoup plus d'origine, beaucoup plus de transparence sur les modes de production, etc. Sommes-nous capables de rentrer dans cette démarche-là avec à la clé une juste valeur, une juste répartition de la valeur entre l'ensemble des maillons? Je crois que c'est ça le sujet essentiel. C'est peut-être pas seulement une question de capacité, mais et si j'osais, forcé. Et je le dis devant un éminent représentant du ministère de l'Agriculture, si j'osais, je dirais, on n'a peut-être pas besoin des pouvoirs publics pour organiser tout ça. En tout cas, pas besoin au sens coercitif du terme. De l'accompagnement, oui. De la coercition, non. Jacques Cressel, vous souhaitez rebondir ? Sur ce dernier point, je suis totalement d'accord. Je crois qu'on est d'accord tous les trois et on va essayer de le démontrer, j'espère, de plus en plus. D'abord, une chose, il n'y a pas 5 centrales d'achat, il y en a 10. Il y en a plutôt plus qu'ailleurs. Je veux dire, c'est pas très compliqué à compter. C'est pas très compliqué à compter. On peut les détailler pour notre auditoire ? Vous avez Auchan, Carrefour, Systému, Leclerc, Intermarché, Provera, Aldi, Lidl, Dia, Leclerc, Leclerc, Intermarché, je ne sais plus, j'ai dit. Quand vous regardez tout ça, vous en avez 10. Vous en avez 10, aucun problème. Et quand on regarde les comparaisons internationales, on a plutôt plus d'acheteurs que les autres. Et donc, c'est pas du tout ça le sujet. Deuxièmement, Jacques Cressel avait été bon jusqu'à-l'heure, là il est moins bon parce que non. le rapport de force c'est bien, vous attendez la fin le du débat rapport pour de vous disputer, force c'est formidable. entre la distribution et les producteurs en France n'a aucune commune mesure avec celle qu'on a à l'étranger. Les relations. Alors, c'est exactement le contraire. Non, C'est exactement le pas du contraire. C'est exactement le contraire. Et alors, je vais même vous comprends dire. que c'est ennuyeux pour vous. Jean-René Busson a pris la parole parce que j'allais dire une chose le concernant, c'est que nous n'achetons pas aux agriculteurs. Il ne faut pas l'oublier quand même. Les agriculteurs vendent aux industriels et les industriels vendent à la distribution. Donc nous n'avons aucune relation en direct, sauf sur quelques produits. Vous le regrettez ? Donc c'est pas du tout ça le sujet. On ne peut pas comparer le nombre d'agriculteurs et le nombre de distributeurs. Par contre, si on regarde le nombre d'industriels sur un certain nombre de produits et le nombre de distributeurs, on voit par exemple, je prends au hasard un secteur que vous connaissez un peu, les produits laitiers. Quelle est la part des grands producteurs dans les produits laitiers? Vous en avez 3 qui font le marché. Prenons les boissons sucrées ou non sucrées,
Vous savez bien qu'il y a un ou deux vendeurs simplement. Et donc vous avez d'un côté, en réalité, c'est du côté de l'industrie qui peut se poser le problème, et en aucun cas du côté des distributeurs. Donc sortons de ce type de débat. Ce n'est pas le bon débat. Je crois le qu'il bon faut mieux en débat, sortir. encore une fois, ça n'est pas... Je vous rassure, on va en sortir dans quelques minutes de toute façon. Ça n'est On va pas essayer de le conclure sujet harmonieusement. du partage, c'est le sujet de savoir comment on fait en sorte qu'il y ait plus de valeur du côté de l'agriculture, qu'il y ait plus de valeur du côté de l'industriel et qu'il y ait plus de valeur du côté de la distribution, y compris avec plus de services. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. C'est ça le vrai sujet. Sinon, on fait un débat du type 35 heures, dans lequel on se pose uniquement la question de savoir comment on répartit le gâteau. On a vu à quoi ça nous a mené. On a assisté récemment encore à des bras de fer entre certaines grandes marques et leurs distributeurs. Alors, je parle de bras de fer, justement, il vient d'y avoir un petit rapport de force entre vous. Donc, je pensais au conflit qui a opposé Lactalis et Ricard à Leclerc, par exemple. On imagine évidemment mal des petits fournisseurs refuser de livrer les distributeurs parce qu'ils refuseraient de passer les hausses de tarifs. Et la pression se fait parfois en sens inverse. Et c'est les grandes marques qui demeurent évidemment incontournables. Donc comment, d'après vous, inverser cette tendance du pot de terre contre le pot de fer? Bon, c'est pas si binaire que ça, parce qu'il y a un certain nombre de PME, si elles ont un créneau qui intéresse la grande distribution, qui rentrent dans la grande distribution. La grande distribution, actuellement, passe beaucoup de temps à expliquer qui sont les défenseurs des PME. Bon, alors ça nous fait un peu sourire, mais il y a des PME qui ont des produits dans la grande distribution. Je dis simplement, le bras de fer, il existe quelle que soit l'entreprise. Effectivement, il est plus facile à être fait par des grandes entreprises comme Lactalis ou comme ça a été le cas, ou Pernod Ricard, que sur une PME. La PME, elle est déréférencée, elle disparaît du paysage. Je dis simplement, on retrouve la même problématique que ce qui a été expliqué tout à l'heure. Comment on fait pour permettre à chacun de s'en sortir? Le seul problème, quand on disait tout à l'heure, les grandes entreprises peuvent négocier. Une grande entreprise, chaque distributeur en France, ça représente à peu près 15% de son chiffre d'affaires. Et eux, ils ne représentent que 0,7 à 0,8% du chiffre d'affaires de chaque distributeur. Donc quand même, le rapport de force, on a beau dire ce qu'on veut, il est quand même pour les grandes entreprises, plutôt en faveur de la grande distribution. Comment on peut amener à ce que les choses soient prises en compte? Il faut que ça passe quand même essentiellement par la transparence. Et pour essayer de réduire le rapport de force, il faut que la transparence soit totale. Et pour ça, il faut que les conditions de l'industriel soient connues et publiques, et que les efforts qui sont demandés par le distributeur soient réels et soient indiqués et vérifiables. Donc on revient toujours à une application transparente de la loi de la LME. Je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'on y arrive et pour qu'on ait un résultat qui soit satisfaisant. Si on arrive à ça, on aura des relations qui seront harmonieuses, car nous n'oublions pas que la grande distribution, c'est nos clients aussi. Donc nous n'avons aucune raison d'être en guerre en permanence avec nos clients. Alors, Jacques Cressel. Sur les PME, d'abord, effectivement, il faut rappeler que, notamment grâce au développement des marques de distributeurs, cela a permis à beaucoup de PME françaises d'être particulièrement performantes. Et je crois qu'on a énormément de très grandes réussites en matière de PME agroalimentaires qui sont liées justement au travail qui est fait avec la grande distribution. Deuxièmement, il est évident qu'on est dans un monde dans lequel il faut, entre guillemets, plus protéger les PME face notamment aux grandes entreprises et pas seulement face aux distributeurs. C'est pour ça que nous essayons de travailler avec les organisations représentatives, y compris des PME, pour faire en sorte qu'il y ait des codes de bonne conduite qui soient mis en place avec les PME, de façon à ce que sur des sujets comme par exemple la rupture des relations commerciales, les préavis, les appels d'offres pour les marques de distributeurs, il y ait des règles du jeu qui soient posées et que les PME soient effectivement encore plus les gagnantes globales des relations qu'elles peuvent avoir avec nous. Alors une dernière question, et j'espère ne pas jeter un pavé dans la mare avec cette dernière question de ce débat. Est-ce que d'après vous, une révision de la LME permettra de venir à bout du problème des marges arrière? Xavier Belin, peut-être? Très honnêtement, d'après nous, le problème des marges arrière, en tant que tel, il a quand même été réglé depuis la loi, la dernière avant, c'est-à-dire Châtel. Depuis la loi Châtel, il a été réaffirmé avec la loi LME. Il y a une transparence, c'est quand même un des grands points positifs par rapport aux lois qu'on a connues, mais c'est pour ça qu'on ne la remet pas en cause dans son total. La notion de marge arrière en tant que telle a été supprimée. Mais les distributeurs qui sont pleins d'imagination
ont retrouvé plein d'autres formules pour nous refacturer les choses. Quand ils nous refacturent leurs écarts de marge, avec leurs écarts de résultats avec la concurrence qu'ils se font entre eux, c'est tout à fait illégal et on recrée une certaine forme d'éléments négatifs qu'on connaissait dans les marges arrière. Donc la notion de marge arrière en tant que telle a disparu et c'est bien pour le consommateur, mais on a encore beaucoup d'autres éléments qui sont des éléments à faire évoluer dans ce domaine. Jacques Cressel. Je confirme qu'effectivement, les marges arrière ont très largement disparu. C'était d'ailleurs un des objectifs de la LME. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne veut pas revenir en arrière sur la LME, pour pas qu'on revienne à des systèmes de marge arrière. Ce qui est demandé implicitement par un certain nombre d'industriels, c'est qu'on remette en cause la négociabilité des tarifs. Si vous remettez en cause la négociabilité des tarifs, vous allez de nouveau avoir des marges arrière. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est quoi la négociabilité? La négociabilité, c'est de ne pas avoir un tarif final identique d'un distributeur à l'autre. C'est-à-dire qu'on part du prix de vente du produit, parce que comme on l'a tous appris à l'école primaire, un produit, c'est un prix de revient plus un bénéfice. Ça donne le prix de vente. Et c'est ce prix qui doit être le point de départ de la négociation. Après, on négocie, et effectivement, en fonction de l'importance du magasin, des promotions qui sont faites dans l'année, on arrive à un prix final qui est différent d'un distributeur à l'autre. On est tout à fait d'accord pour cette négociabilité. Simplement, on veut qu'elle respecte des règles qui soient qu'on n'écrase pas l'industriel au départ, qu'on part de son prix de vente et qu'on arrive à un prix négocié connu de tous et sur lequel on peut discuter s'il y a conflit. C'est tout ce qu'on. C'est d'une simplicité absolue. De la négociation, mais après il y a une négociation, c'est normal. Je suis content d'entendre aujourd'hui les représentants de la FCD dire que les conditions de vente sont le socle de la négociation. On aimerait bien que ça soit appliqué comme ça. Xavier Belin, un mot pour conclure peut-être? Nous demandons trois choses en fait aux enseignes. Un, c'est ne pas être victime de la concurrence sauvage qu'elles se livrent entre elles. Et effectivement, la facturation de perte de marge, c'est inacceptable. Deux, c'est faire en sorte que lorsqu'il y a un contrat signé, ce contrat ne soit pas un contrat vide. Qui doit être Il respecté. faut des clauses. Bon. Bien sûr, Et trois, alors ça c'est une demande qui n'est pas nouvelle pour moi, mais je pense que sur certaines filières, je pense notamment aux fruits et légumes, il faut réinvestir un peu dans le service, dans la grande distribution. Je pense que la vente accompagnée pour les consommateurs est quelque chose d'important. Si nous voulons réhabiliter justement cette notion de qualité, notamment au sens gustatif, hein, du plaisir finalement d'acheter des fruits et légumes, il faut remettre un peu de service dans les grandes surfaces. Ça, c'est un point, à nos yeux, très important. C'était le sens de ma question tout à l'heure, d'ailleurs. Comment rajouter Absolument. de la valeur ajoutée, hein. Voilà. Un peux dernier dire- mot, Jacques Je peux Cressel, juste et nous dire, pour devons terminer sur une note terminer. positive, que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Xavier Belin. La seule chose, c'est que ça dépend d'un élément majeur, qui est le coût du travail. Et nous avons un sujet commun, qui est de faire en sorte que le coût du travail peu qualifié soit n'augmente pas trop dans ce pays. S'il augmente trop, si les allègements de charges sont remis en cause régulièrement, si de nouvelles contraintes nous sont imposées, il est clair que ce service supplémentaire, il ne pourra pas exister et que cette création de valeur que j'appelle de mes voeux, elle ne pourra pas se renforcer. Eh bien, merci Jacques Cressel, merci à vous Xavier Belin et merci Jean-René Buisson pour votre intervention à tous les trois dans ce débat. Je vous dis à tout à l'heure à 14h pour le troisième débat de la matinée, le thème, le food service. Merci.